C'est maintenant l'heure d'une nouvelle capsule hors série Criterion. Je suis toujours accompagné de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va bien. Écoute, un nouveau film. J'ai très hâte d'en parler. Un film qui me tentait pas, absolument pas. Puis finalement, ben tabarouette, on ressort de là avec grandi d'un visionnement surprenant. Donc j'ai bien hâte de plonger là-dedans. Puis toi, ça va, cher? Ben oui, ça va. Écoute, les sceptiques seront confondus. C'est ça, un peu qui arrive. Ben pas toujours avec Criterion, mais les films qui souvent quand même là. Les films qui nous, ben vas-y, les films qui nous tentent pas justement. Ben j'y vais. Les films qui nous tentent pas justement là, qu'on ressort du visionnement des fois avec les meilleures impressions ou c'est en fait des grands classiques. Ce qui est arrivé, c'est la bande-annonce là, qui reflète absolument pas, à mon avis, l'essence du film. Puis comment tu m'en avais parlé aussi, comment tu me l'as vendu, je m'attendais à une espèce de deuxième Salaud, pour ceux qui s'en souviennent, là, l'épisode de 17, je pense. Puis finalement, ben il y a des similarités, mais on est ailleurs. Puis je pense que j'avais trop d'attentes qui étaient pas des bonnes attentes finalement pour être grandement surprise par ce visionnement-là. Puis je pense qu'au final, j'ai même plus apprécié que toi, mais on pourra en débattre longtemps. Mais ben oui. c'est ça, sans plus attendre, en fait, on va le nommer, ce fameux film-là. Certainement, mais vous le voyez de toute façon. Oui, sur YouTube, effectivement. The Night Porter, le Il Portiere di Notte. Il Portiere di Notte. Je sais pas exactement comment ça se prononce, mais ça ressemble un peu à ça. Un film italien, donc vous saurez deviner. Numéro 59, comme le numéro de l'épisode, évidemment. Donc, tout est dans on achève, c'est ça. On achève une autre dizaine de Criterion. Puis, comme on l'avait dit dans le dernier épisode de Peeping Tom, en fait, on a changé d'orientation, puis on les achète maintenant. Donc, on l'a acheté. Celui-là, contrairement à Peeping Tom, est disponible en format Blu-ray. C'était un des premiers, justement, Criterion sortis. Puis, on a bonifié, en fait, l'offre de bonus. Avoir su. En fait, on peut faire brièvement la présentation. Donc, c'est un film italien, c'est mentionné, 74, 118 minutes, donc quand même assez standard, en couleur. On va pouvoir y revenir d'ailleurs. Un film italien, par contre, en anglais. Donc, on pourra peut-être y revenir, là, mais en fait, là, c'est un peu comme les films de Sergio Leone et tout, là, donc, qui sont tournés avec un mélange d'acteurs américains ou en tout cas britanniques et italiens. Puis, on fait juste un dub. C'est quoi? Un doublage? Un doublage, voilà. Un doublage anglais par-dessus pour le marché américain. Donc, un film donc en anglais, format 1.85.1, et puis qui est en fait de Liliana Cavani, la réalisatrice, une réalisatrice en fait italienne que je connais pas particulièrement, mais par contre elle a fait, tu connais le film de Talented Mr. Ripley là, oui, avec Matt Damon et Jude Law, je crois. Il y a, en fait c'est une série de livres, puis elle a fait un autre film en fait de Ripley en 2002, je crois que c'est Ripley's Game. Donc, je ne l'ai pas vu par contre, là, mais je crois que c'est le film qui l'a quand même pas fait connaître parce que c'était pas mal vers la fin de sa carrière, mais c'est un film quand même bien connu. Donc, Liliana Cavani, l'italienne. Puis, on va pouvoir revenir aussi parce qu'il y a un bonus qui présente un autre de ses documentaires. Donc, un film produit par Robert Gordon Edwards, Essa De Simone, et le scénario est de Cavani, mais également de Italo Moscati. Donc, le directeur de la photographie est Alfio Contini. La musique, la très bonne musique d'ailleurs, est de Daniele Paris. Le montage de Franco Arcali. La direction artistique de Jean-Marie Simon et de Nedo Addini. Et les costumes de Piero Tossi. Puis, la distribution en fait, n'a pas de gros noms nécessairement. En fait, des noms qui résonnent aujourd'hui, il y a pas mal Charlotte Rampling, qu'on a vu notamment dans... Oui, vas-y. J'allais dire, en fait, je sais pas si c'est là que tu allais, mais qui jouait le docteur Evelyn, je me rappelle pas de son nom de famille, dans les dernières saisons de Dexter. Quand je l'ai vu, là, c'est ça, dans sa petite fiche IMDb, sa fiche IMDb. Moi, c'est là que je l'ai vu, moi. Oui, mais moi, je l'ai vu, en fait, dans Mélancolia de Lars von Trier. Puis, je l'ai pas vu, par contre, mais c'est
peut-être une de ses meilleures performances, c'est dans 45 Years, qui est également un Criterion, je crois. Un film de 2015-2016, peut-être de Andrew Haidt. Puis c'est sa seule nomination aux Oscars, en fait. Donc, c'est arrivé quand même assez tard dans sa carrière. Également, il y a Dirk Bogarde qui a joué aussi beaucoup dans des films italiens comme ça, notamment dans The Dam de Luchino Visconti, qui a plusieurs similitudes, en fait, avec les thématiques de Night Porter, donc le nazisme et tout, puis on pourra y revenir. Mais Dirk Bogarde, c'est un de ses derniers films, même s'il a fait des films jusque dans les années 90, là, il n'en a pas fait beaucoup après The Night Porter. Il y a également, sinon, Philippe Leroy et Gabriele Ferzetti, qui, ça te dit peut-être rien comme ça, là, mais qui jouait dans On Her Majesty's Secret Service, qui était le père de la fille. De la mariée. Oui, c'est ça. Le père de la mariée, mais pas Steve Martin. Il a également joué aussi, récemment, on écoutait Once Upon a Time in the West, et il jouait également là-dedans. Là, je l'avoue que je me souviens plus exactement de son rôle, mais bon. Je suis déçu. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Sinon, le reste de la distribution, c'est essentiellement italienne. Donc, Giuseppe Adobati, Isa Miranda. Mais bon, c'est des gens qu'on connaît pas nécessairement non plus. Isa Miranda, je crois qu'elle jouait peut-être dans comment ça s'appelle, donc Summertime, je crois, de David Lean, mais je suis pas sûr à 100%, donc je ferai mes recherches. Donc, le film The Night Porter, l'édition Criterion, comprend pas beaucoup de bonus. Pas de piste audio non plus, mais donc une restauration en 2K, en fait, digitale. Donc, c'est ça, le film, à la base, était sorti en DVD, donc c'est ça, ils l'ont upgradé, celui-là, ce qui est très, très bien. Il y a une interview avec la réalisatrice, donc Lilia Cavani. On l'a visionné, cette entrevue-là. Elle rentre pas tant dans les détails que ça, c'est quand même assez court, là, 8 minutes, quelque chose comme ça. C'était bien, mais je pense que l'essai qu'on va parler là, aborde un peu plus ça. Voilà, je sais pas si tu avais des choses à dire sur celui-là, parce que sinon, sur le second, en fait, il y a Woman of the Resistance, qui est un documentaire de 50 minutes de Liliana Cavani, fait en 1965, qui raconte en fait l'expérience des femmes italiennes durant le régime nazi, mais en fait les fascistes en Italie, donc vers la fin des années 40. Quand même assez intéressant comme documentaire. C'est pas le plus dynamique, là, c'est sûr, c'est beaucoup juste des entrevues, là, en fait, mais ça a amené quand même des choses intéressantes. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. Ah ben écoute, mais c'est comme je le disais là, quand on le regardait justement, c'est choquant un peu, c'est triste, ça fait mal à entendre. Je trouve que le film, parce que bon, à mon avis, s'ils l'ont mis là-dedans, c'était pour montrer un peu ses intentions, son espèce d'intérêt qu'on sent qui a toujours été là, de raconter l'histoire d'un point de vue d'une femme dans la guerre, des prisonnières aussi, parce que le film, c'est que ça, dans le fond. Ben, c'est une grande partie ça. Puis, je trouve que le film est assez doux, malgré ces nombreuses critiques qui disent que c'est un film insoutenable, puis tout ça, puis que c'est très violent ou peu importe, puis que c'est, bon, puis il a été censuré, puis tout ça. Là, je te brûle plein de punch, mais... je parlais du documentaire, moi. Oui, OK, est-ce que c'est bon? C'est ça, je trouve que pour avoir... Le film, à mon avis, était quand même assez doux. Le documentaire l'est pas, dans le sens qu'on a des vrais témoignages qui donnent des frissons, là, qui sont pas le fun à entendre. Puis c'est des affaires, même si ça fait plusieurs années, peut-être 30, 40 ans, ben en fait 20 ans qui ont pas vécu les événements dont elle parle. C'est comme pas facile à entendre, là. Puis tu le vois, il y en a que ça trouble beaucoup de s'en rappeler. Il y en a qui veulent pas rentrer dans les détails. Il y en a qui le font. Puis il y en a une qui le fait, en fait, qui a l'air vraiment d'être complètement passée à autre chose, qui dit ça comme si c'était absolument rien. Puis c'est une vieille grand-mère bien sympathique, mais il y en a d'autres qui sont pas capables et qui sont encore troublés de ça. Donc, troublant. Ça serait ça, mon opinion. Ça nous apprend quelque chose qu'on connaît pas tant que ça. Là, il y a plusieurs facettes, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale et tout, mais le mouvement de résistance des femmes en Italie, je connaissais pas nécessairement, parce que c'est ça, les mouvements de résistance ont su chasser là, les fascistes, les nazis là, vers la fin de la guerre, puis les femmes ont été partie prenante de ça à différents niveaux, à différentes échelles. Il y en a qui ont littéralement pris les armes et ont attaqué, alors qu'il y en a d'autres qui étaient un peu prisonnières de guerre, ou en tout cas qui se faisaient torturer aussi parce que
Il cachait de l'information, par exemple, cachait des hommes qui répondaient pas à l'effort de guerre et tout. Donc, très intéressant, qui nous démontre, évidemment, c'est ça, la passion, ou en tout cas l'intérêt envers la Deuxième Guerre mondiale de Cavani. Cavani qui a également fait plusieurs autres courts-métrages, pas courts-métrages, mais documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale pour la télé italienne. En fait, il y en avait un autre là, qui dure 4 heures, je crois, en tout cas en 4 parties. On en a fait d'autres aussi par la suite, puis elle a transposé ça après ça à la fiction au début des années 70, peut-être même à la fin des années 60. Donc voilà. Il y avait évidemment des sous-titres, ce qui n'est pas nécessairement un bonus de nos jours, mais il y avait un essai en fait de Gaetana Marone qui entre un peu en détail là, sur tous les aspects du film, surtout son esthétisme, quelques thématiques. Et il y a également aussi une entrevue de 1975 avec la réalisatrice, donc Cavani, que tu n'as pas lu malheureusement. En tout cas, je crois pas. Je pense pas, non. Moi, je l'ai lu. C'est quand même assez intéressant, mais on reste quand même, on rentre pas trop dans les détails non plus, mais des bonus, somme toute, assez diffus. Je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais. Il n'y a pas beaucoup de bonus, voilà. Mais dans l'édition originale, il n'y en avait pas, tout simplement, de bonus. Donc, c'est déjà une bonne bonification, voilà. Donc, The Night Porter, ça parle de quoi? Peut-être que je te passerai le melon. Oui, vas-y. Oui, je vais. Donc, c'est ça, comme je l'ai mentionné un petit peu, on suit essentiellement... là, je ne sais pas si je le brûle en partant, mais une histoire d'amour / séduction, jeu de pouvoir, sadomasochiste entre un ancien gardien SS et une prisonnière de camp. Donc, en fait, on voit, là, le film est construit en 3 actes, mais aussi en 2 temps. Donc, on a la trame principale qui est au présent, en fait, qui est plusieurs années après les événements du camp. 1957, je crois. J'avais lu 13 ans quelque part. Ouais, c'est ça, 57 puis 43, je pense 44. Ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est ça, 13 ans plus tard, on retrouve les 2 personnages dans un hôtel. Lui, il est portier, donc le portier de nuit. Et elle est cliente. En fait, son mari est conducteur d'opéra. Puis là, il y a la flûte enchantée qui passe. C'est lui qui le fait. Donc, elle le suit. Donc, ils sont à Vienne. Ils se voient là. Premier regard, on sent qu'il y a une histoire chargée là, derrière ce regard qui est étrange et inquiétant et qui fait peur là, des 2 côtés. Puis après, on a une série de flashbacks qui racontent comment ils se sont rencontrés, c'était quoi leur relation à cette époque-là aussi. Puis au présent, on suit ça, donc on comprend leur relation qui se dévoile dans le fond là, avec les courts flashbacks. Puis on revient au temps présent pour premier acte, deuxième acte, on les suit renouer. En fait, se re-rencontrer, se redécouvrir, reprendre là où ils avaient laissé leur tumultueuse relation. Puis, 3e acte, en fait, en même temps que tout ça se passe, lui est en attente d'un procès pour ses crimes commis pendant la guerre, justement. Il y a autour de lui un cercle d'anciens SS aussi qui essaie de le protéger, donc qui essaie de retrouver tous les témoins, tous les survivants des camps, puis tout ça, se rendre compte qu'elle est encore vivante, veulent la pourchasser, mais lui ne veut pas. Donc, cette espèce de chasse-là entre les SS qui sont ses amis, en fait, et protéger sa douce. Donc, c'est ça, trois actes là, assez distincts. Là. Cette deuxième trame-là qui est plus présente dans la deuxième moitié du film, en fait, que dans la première. Là, on l'évoque un petit peu au début, mais la première vraiment met l'accent sur la rencontre puis la redécouverte, parce que c'est ça, chacun, sans dire qu'il y avait l'impression que l'autre était mort, mais en tout cas, il savait pas trop, il s'était perdu de vue après la fin de la guerre, puis là, c'est ça, on assumait que tout le monde était mort, puis finalement, c'est ça, c'est comme retrouver un fantôme, comme apercevoir un fantôme, en fait. Donc, peut-être avant d'entrer dans les thématiques, j'ai noté beaucoup de choses, parce que c'est un film qui a été assez controversé. Controversé, oui, puis non. C'est pas salaud, là. C'est pas à ce niveau-là. Mais c'est ça, là. Même s'il y a des thématiques quand même, mais c'est que les gens. Il y a eu beaucoup de critiques, dont Roger Ebert notamment, là, qui ont détesté le film. Donc, on pourra peut-être souligner ces critiques-là puis voir, nous, c'est quoi nos impressions, nos réactions face à ces critiques-là. Mais peut-être juste de prime abord, là, un pouls général. Est-ce que tu as aimé ça, ce film-là? Écoute, je pense que je l'ai dit, ma position semble déjà assez claire, là, mais c'est un film qui m'a jeté à terre. Comme j'ai
tellement aimé ça, puis c'est vraiment bizarre après le résumé que je viens d'en faire, là, mais tu sais, c'est ça, avec la bande-annonce, j'avais pas vraiment envie de le regarder, je m'attendais à un autre salaud, même avant qu'on le regarde, je l'ai tellement retardé, à chaque fois que tu m'en parlais, je voulais pas j'avais hâte de le voir, là, ça fait un mois, peut-être un peu plus qu'un mois qu'on l'a acheté, là, puis tu sais, j'avais pas le goût, honnêtement, de plonger là-dedans, parce que je m'attendais à quelque chose de dégueulasse, de pas le fun, de psychologiquement stressant, puis comme salaud, en fait, là, tu sais, puis au final, ça y ressemble quand même beaucoup, mais c'est tellement soft. Puis comme, je comprends les certaines critiques qui ont pu y être adressées, mais pour moi, c'est pas un film qui est choquant. Puis on a même posé la question là, dans notre groupe Critérion. Puis les gens qui l'ont aimé disent qu'ils peuvent pas vraiment le présenter à leur entourage ou peu importe, parce que c'est pas un film qui est léger, là, on va se le dire. Puis c'est pas quelque chose que les gens d'emblée vont accrocher dessus. Moi, j'ai fait partie de cette vague-là. En fait, là, on a commencé ça. À un moment donné, je t'allais demander qu'est-ce que t'en penses. Puis toi, t'étais correct. Là, c'est un bon film. Puis là, j'attendais le « puis toi ». Puis là, il venait pas. Mais tabarouette, j'ai vraiment été chavirée par ce film-là. J'ai trouvé ça tellement bon. Puis en fait, j'ai hâte de pouvoir expliquer pourquoi. C'est des théories que j'ai pas pu vraiment backer encore, là, mais je pense que je tiens un filon intéressant. Puis, tu sais, c'est le genre de film que je me disais en cinéma avec ma prof que j'aimais tant au cégep. J'aurais vraiment aimé ça, pousser une analyse là-dessus. Puis c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de matière à analyser. Il y a plein de thématiques super intéressantes. Puis le visuel du film est vraiment le fun aussi. Mais là, je vous dis ça, puis peut-être qu'il y en a qui vont être curieux, mais en même temps, c'est pas super accessible comme film, mais c'est ça, c'est pas un film extraordinaire qui va changer votre vie, mais moi, il m'a fait beaucoup d'effets. En fait, je suis vraiment contente de l'avoir regardé, puis j'ai le goût de replonger dedans déjà, puis de lire justement, puis de faire mes recherches là, pour arriver au bout de ma piste d'analyse que je vais pouvoir dire tantôt. Là. Vous irez lire ça sur cinéhistoire.ca, ciné-histoire.ca. On se plug autant qu'on peut. Moi aussi, j'ai quand même bien aimé ça. Peut-être pas autant que toi, mais tu sais, il y a plusieurs éléments là, que j'apprécie particulièrement. Moi, j'aime les films un peu provocateurs, justement. Des films dont le but est de choquer, mais de choquer pour les bonnes raisons. Puis là, on va voir avec les critiques si effectivement c'est des bonnes ou des mauvaises raisons. J'avoue que contrairement à Peeping Tom, où là, à chaque nouvelle chose que je lisais, chaque nouvelle chose que j'entendais, ça me sortait un élément d'analyse. Là, à chaque fois que je lis sur le film, je suis toujours « Ah, ouais, c'est vrai que c'était de même puis que c'était maladroit. Ah, ouais, c'est vrai qu'ils font ça comme ça, puis on pourra l'adresser prochainement, là, en fait. » Mais c'est ça. J'aimerais ça le revoir. En fait, j'ai commencé mon deuxième visionnement hier soir très tard. C'est ça, je dormais, moi, pendant ce temps-là. Ben oui, tu dormais, mais c'était quand même intéressant. Tu sais, une fois le premier choc passé, puis qu'on connaît l'histoire, là, tu sais, on peut prendre plus le temps d'analyser pourquoi telle scène arrive là, puis pourquoi tel personnage. Tu sais, en tout cas, on comprend mieux peut-être la succession des événements, parce que malgré... c'est un film qui est assez straightforward, qui est assez clair et concis, malgré les nombreux retours à l'arrière et tout. Là, on pourrait peut-être commencer justement à... Ah ben ouais. En tout cas, ça part mal un peu une thématique. Là, je vais le garder pour plus tard, mais on pourrait parler vraiment de ce qui a causé le plus d'émoi, disons, à sa sortie, c'est-à-dire sa nature un peu érotique, pornographique, mais troublante un peu. Le sadomasochisme, le rapprochement entre le fascisme ou les totalitarismes en général et le sadomasochisme a été fait dans plusieurs films, avant et après celui-là, notamment dans Salo aussi, évidemment. Juste l'année d'après, en plus. Ça a vraiment pété mon concept d'une critique, là, mais oui, l'année d'après, maudit. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la nature sexuelle, disons, du film? Parce que c'est ça, c'est du sadomasochisme. C'est quand même léger, là. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a de la nudité, là, mais c'est pas... c'est un peu accessoire, là, j'ai l'impression. Il y a des films beaucoup plus graphiques, là. Je pense à Abdelatif Kechiche qui fait beaucoup de... justement, de la vraie pornographie, quasiment, là. Puis ici, on est plus dans le... C'est-tu Mektoub, ça? C'est Mektoub, c'est La vie d'Adèle, c'est en tout cas tous ces trucs-là. Mais qu'est-ce que tu as pensé justement de la partie, disons, plus sexuelle du film ou érotique et tout? Parce qu'on l'a appelé vraiment un film pornographique à l'époque. Oui, mais tu sais, c'est ça. Je pense que les temps ont changé aussi. Là, la pornographie fait partie de nos vies aujourd'hui. Tu sais, je comprends pourquoi il y a 50 ans, ça peut être quelque chose qui lui est adressé. Aujourd'hui, je trouve que c'est moins pertinent
fascinant. Par contre, tu sais, je vais être vraiment fatigante parce que je vais toujours ramener à Salo pour vrai parce que c'est 2 films qui se comparent vraiment bien. Puis, tu sais, Salo, c'est choquant, là. Salo, c'est 4 hommes qui usent de leur pouvoir sur 18 adolescents puis qui leur font faire des atrocités avec plein d'affaires, là, avec de la bouffe, avec des excréments, avec du sang, avec, bon, tu sais, il y a beaucoup de torture, il y a beaucoup de... Puis dans ce film-là, en fait, on n'en a pas tant que ça. Oui, il y a de la nudité, mais c'est pas... c'est effectivement... tu sais, elle est pas mal accessoire. En fait, c'est pour montrer l'arrivée des prisonniers au camp, puis tout ça. Puis, tu sais, en entrevue, la réalisatrice disait qu'il y avait plusieurs types de camps. Tu sais, c'est pas un camp de douche, là. Tu sais, c'est un camp de torture, si on veut. Mais encore là, honnêtement, tu sais, il y a un des prisonniers, bon, Lucia, qui est Charlotte Rampling, qui, elle, s'en est bien sortie, entre guillemets, là, si on veut. Mais il y a aussi un danseur qui est peut-être gay. Bon, ben voilà. Puis lui aussi, il était prisonnier. Il a tellement dansé pour les SS que au temps présent, on le voit vraiment dans cette clique-là, là, en train d'essayer de tuer Lucia parce que c'est une témoin. Là, puis on se dit, c'est sûr que c'est pas la même chose de tous les autres prisonniers, mais je trouve que honnêtement, tu sais, j'aurais pas aimé ça être là, mais je veux dire, c'est pas si pire que ça. Là. On a déjà vu vraiment pire comme situation de prisonnier aussi. Donc, tu sais, l'espèce de rapport, puis là, je veux pas rentrer trop dans mes punchs, mais tu sais, cette sexualité-là entre les deux, elle est, bon, c'est du sadomasochisme, c'est, ben, tu sais, je veux pas pas dire dérangé, mais bon, c'est pas traditionnel, disons. Là, non. Mais tu peux là, rentrer justement dans la première partie du film, c'est-à-dire justement l'histoire d'amour entre les 2 personnages, parce que j'imagine que c'est là que tes punchs les plus croustillants se trouvent, là, mais tu peux rentrer justement dans l'analyse que tu as fait, puis de ce que tu as tiré là, vraiment des personnages, de la relation bizarre. Oui, ben en fait, ça se sépare pas mal dans les 3 parties, mais j'ai réalisé en écrivant ma critique que le film, à mon avis, est beaucoup plus une représentation des jeux de pouvoir entre les 2 personnages. Puis là, il y a beaucoup d'éléments qui montrent une évolution puis un shift de cette position-là de pouvoir. En fait, tu sais, la première fois qu'on la voit, elle est nue, elle est ultra vulnérable, elle est, tu sais, c'est blanc. Les scènes dans le passé sont vraiment blanches, bleues, vertes. Là. Tu sais, ça veut nous rendre inconfortables puis malades, alors qu'au présent, c'est un peu plus chaud quand même. Puis elle est présentée, c'est ça, comme une petite fille qui tremble, puis elle est mince au bout aussi, là. On voit ses côtes, elle a pas de sein, tu sais, c'est vraiment troublant quand même. Puis plus le film avance, en fait, là, tu les vois développer cette espèce de relation-là qu'on comprend pas vraiment comment c'est né, là, parce que la première scène de rapprochement, si on veut, qu'ils ont, c'est lui qui tire avec son fusil sur des carreaux de céramique, puis elle qui court nu-pied pour les éviter. Ouais, ben nu, tout simplement. Ben oui, oui, c'est vrai. Mais c'est ça, puis on comprend pas, on n'a pas vraiment accès au moment ultime de rapprochement, en fait, là, qui a comme fait naître cette relation-là. Mais je trouve que Lucia a vraiment beaucoup plus de pouvoir sur Max que l'inverse. Puis, c'est quelque chose qu'on pourrait se dire, bon, c'est un syndrome de Stockholm. Est-on en amour avec son agresseur, dans le fond, ce qui est un peu le cas. Mais je serais quand même d'avis que lui est beaucoup plus attaché à elle que le contraire. Il y a plusieurs moments dans le film où il se confie à une autre cliente de l'hôtel qui est de ce cercle d'amis-là aussi. Ouais. C'est pas trop clair, là, mais... Baronne, comtesse, en tout cas, quelque chose de moindrement noble. Mais qui est ami avec les SS, là, on comprend ça. Puis il va dans sa chambre, il raconte un moment de leur passé où Lucia l'a complètement charmé. Puis c'est justement la scène qu'on voit dans la bande-annonce elle qui danse. On pourra revenir au symbole de cette scène-là. C'est super beau. En plus, c'est suspenders, je sais pas si c'est des bretelles. De salopette comme, là, mais pas de chemise. Tout ça. Donc, seins nus, mais qu'on voit pas ses mamelons parce qu'elle a les bretelles. Puis c'est vraiment beau, honnêtement, mais en contexte de bande-annonce, pas vraiment le fun. Là, mais, Tu te dis, ça va être ça pendant 2 heures, puis ça va être lourd, là, mais finalement, c'est vraiment une scène prise un peu en dehors de son contexte. Mais c'est une scène pivot aussi, parce qu'il est en train de raconter à cette baronesse, peu importe, à quel point il est en amour avec Lucia, puis il se met quasiment il se met à pleurer, il s'écrase sur les genoux de son ami pour se confier, il dit qu'il est vraiment en amour, que, tu sais, puis là, il nous raconte cette scène-là en flashback comme étant le point de départ, dans le fond, de ses sentiments pour elle. Puis elle
elle danse, elle charme tous les SS qui sont là. Elle a un petit cap, une petite casquette là, avec le logo dessus. C'est ça, elle est nue, donc oui, peut-être un peu vue comme un jouet, mais on compare beaucoup cette scène-là à Salomé, en fait. Puis aussi, là, je veux pas vous brûler trop de punch, mais Max lui fait un cadeau qui est le même cadeau que Salomé a reçu aussi. Puis là, je comparais vraiment ça à, puis ça reste à peaufiner de mon bord, mais à un chat, en fait, qui ramène un rat à son maître, là. Tu sais, parce qu'il lui offre cette boîte de cadeaux-là qu'elle attendait pas du tout. Il a commis des actes atroces pour la protéger 2 fois dans le film. C'est ça, il a tué des gens là, qui était menaçant pour elle, dans le fond. Elle l'a jamais demandé. Elle voit ce cadeau horrible-là dans sa boîte, puis elle a pas beaucoup de réactions. Faudrait que je revoie cette scène-là. Ouais. Dans l'essai, ça disait que... Mais lui, il est vraiment plus content d'y donner que elle de le recevoir. Puis pas parce que ça la dégoûte, mais juste parce que c'est pas quelque chose qui était passé par la tête nécessairement. Ou en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Puis... c'est ça, tout au long du film, dans le fond, le premier acte, on voit que quand ils se voient, les deux sont super troublés, mais c'est vraiment plus lui qui capote un peu, là. Tu sais, elle a l'option de partir avec son mari à Budapest. Au début, on comprend pas pourquoi elle le suit pas, finalement. Puis après, on apprend qu'il y avait une relation amoureuse. Puis là, moi, ça, c'est quand même un élément qui m'a surprise puis qui m'a quand même plu aussi, là, parce que on comprend pas leur relation au début. Les flashbacks sont tellement courts que c'est difficile de matcher ça. En fait, on comprend rapidement que l'un était nazi puis l'autre était une prisonnière, mais on comprend pas si c'est de la nature de leur relation, disons là. C'est ça. Puis dans le fond, dès qu'ils se voient, les deux sont plus là. Mais lui, il est plus capable de faire sa job qui est essentiellement donner des clés de chambre aux gens. Puis elle est plus capable de saluer des diplomates puis tout ça. Mais elle a l'option de quitter. Elle le fait pas. On comprend pas pourquoi. Après ça, ils se battent un petit peu dans la chambre. Puis là, mon Dieu, c'est surprise totale. Là, ils se frenchent à terre. Puis là, t'es comme, OK, il y a quelque chose que j'avais pas compris. Puis après, il nous explique comment, justement, il s'aime, tu sais, mais c'est elle qui le blesse, c'est elle qui le manipule, c'est elle qui, tu sais, il lui donne des vêtements. Elle a jamais rien demandé. Elle est bien. Tu sais, il y a plein de petites affaires, en fait, qui montrent que c'est plutôt lui qui est vulnérable dans cette relation-là, puis qu'elle a tous les pouvoirs. Parce que, sans vous dire ce qui se passe à la fin du film, dans le 3e acte, ils sont un peu captifs dans un appartement. Qui est de sa faute à elle, dans le fond, parce que si il s'en foutait de cette fille-là, ben, tu sais, il la laisserait être tuée, dans le fond, mais il la protège dans son appart. Il a gardé les vêtements qu'il portaient les deux dans le passé. Il a ça dans sa garde-robe. Il lui remet la robe de petite fille qu'il avait donnée. Il l'appelle My Little Girl. Tu sais, il y a vraiment comme une espèce de... C'est pour ça que je dis, oui, c'était une prisonnière, mais c'est lui qui est comme prisonnier de cette relation-là, au final. Puis, à la fin, ben, ce qui va causer le dénouement de ça, ben, c'est tout de sa faute à elle, dans le fond, parce que, tu sais, il aurait pu juste ne pas s'en préoccuper. Fait que là, j'ai tout dit. Non, mais c'est correct. À dire, c'est une histoire d'amour atypique, on va dire ça comme ça. On l'avait posté justement dans le groupe de Criterion Considered. Puis on avait dit, j'avais dit en fait, quelle étrange histoire d'amour. Puis là, dans les commentaires, était comme, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Peu importe, mais tu sais, dans l'essai, la réalisatrice dit que c'est une histoire d'amour qui, à la limite, plus shakespearienne que traditionnelle, disons, parce que c'est une histoire d'amour qui est déjà doomed en partant, qui est basée sur justement pas du pouvoir. Ben oui, il y a une certaine relation de pouvoir, mais qui est basée sur des choses pas acceptées socialement, là, en tout cas en dehors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ça, c'est... Puis effectivement, le film, évidemment, prend cette tangente-là parce qu'il n'y a aucune façon qu'ils puissent vivre leur... Ça a pris une situation exceptionnelle, c'est-à-dire la guerre puis une espèce de relation de pouvoir entre des dominants et des dominés pour que leur relation s'épanouisse. Puis là, cette société-là est un peu disparue. Donc, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Ils peuvent pas... C'est pas quelque chose de viable à long terme non plus. Puis c'est un peu vers là que le film s'en va. Mais ce que j'ai vraiment aimé, parce qu'on parle beaucoup du passé puis du présent, c'est que le film joue beaucoup dans le show Don't Tell. Il y a quand même beaucoup de dialogue, là, mais on nous explique pas trop justement la nature de leur relation. On construit quand même bien le suspense, puis on prend le temps vraiment d'observer chacun des flashbacks. Puis je trouvais que les flashbacks étaient très habiles. Je te l'avais mentionné pendant le visionnement.
On sait toujours, tu sais, la palette de couleurs est similaire. Tant, tu sais, d'habitude, les trucs de flashback, c'est soit tu changes la palette de couleurs, mais soit... ils font quand même, là. C'est mais vraiment pas tant vert. que ça. Ouais, mais les deux sont assez verts. La palette de couleurs est vraiment très froide. Bon, il y a le changement de cheveux, les cheveux longs, cheveux courts pour Charlotte Rampling. Mais c'est vraiment bien imbriqué au sein de la même scène. Il va y avoir comme juste littéralement des flashbacks. Là, aujourd'hui, le flashback, c'est rendu des scènes de 20 minutes, mais là, c'est vraiment comme des flashs. Les gens parlent pas dans les flashbacks. C'est vraiment juste de l'image. Des fois, le son du présent est superposé au son du passé. Bon, des fois, il y a le vrai son du passé. Mais je trouvais ça vraiment habile. On se détourne un peu de cette tangente-là dans la deuxième moitié du film où là, il n'y a plus vraiment de flashbacks. Oui, mais en fait, c'est parce que la première établit vraiment leur relation. Donc, c'est important de nous en montrer le plus possible. Puis surtout qu'on comprend pas vraiment. Puis la deuxième, c'est plus, là, ils se sont retrouvés. Là. Fait que c'est plus nécessaire d'y aller tant que ça. Non, effectivement. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que on n'établit jamais vraiment, tu sais, d'habitude, là, dans les films de Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours le nazi avec la juive ou des trucs comme ça. Là, c'est jamais mentionné que c'est une juive ou non. En fait, la réalisatrice a dit que c'était pas une juive. Elle a dit que c'était peut-être plus une fille de socialiste, donc évidemment des gens qui sont opposés au parti. Donc, d'amener ce point de vue-là, surtout aussi tôt, entre guillemets, là, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 30 ans, là, c'est quand même beaucoup de temps, mais il n'y avait pas tant de films sur la Deuxième Guerre mondiale à ce moment-là. Là, aujourd'hui, ça pullule quand même assez. Mais c'est ça, de ne pas avoir mis un personnage juif ou juive. J'ai trouvé ça quand même assez bien parce que ça amène un autre discours aussi. Il n'y a pas juste, oui, il y a eu 5-6 millions de morts des juifs, mais il y a aussi eu 5-6 millions de morts de dissidents, des gens qui étaient tout simplement contre le parti, autant des gens justement là, qui étaient pure laine ou en tout cas des gens qui s'opposaient tout simplement à ça. Beaucoup d'Allemands aussi également, mais bon, ça se passe en Italie, même ça se passe en Hongrie en fait. Donc, j'aimais aussi que c'est ça, on nous laisse un peu construire la psyché des personnages. On nous impose jamais trop ça. Il y a beaucoup de non-dits. Oui, on a accès au passé, mais on ne sait jamais trop qui sont ces personnages-là avant la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait même pas trop c'est quoi leur rôle au sein de la Deuxième Guerre mondiale. On comprend que c'est un officier, mais qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas trop. Même chose, le fille de socialiste, oui, parce que la réalisatrice le dit, mais dans les faits, c'est non, c'est jamais adressé. Je pense que c'est mentionné une fois, mais ça passe un peu dans le bar. Mais c'est ça, c'est vraiment le show don't tell. Puis ça, j'ai quand même vraiment aimé ça, qu'on n'essaie pas de nous imposer. Mais tu dis show ou here, là, comme ouais, dans aussi, il y a le moment où on apprend que Max a tué Mario, je pense. C'est tellement pas clair, tu sais. Puis c'est parce ils s'en vont pêcher, ils sortent 2 cannes à pêche, puis après ça, on apprend. Mais non, c'est ça. En fait, on le voit revenir en taxi avec une canne à pêche, puis se mettre à pleurer dans son appart en entendant Mario faire comme qu'est-ce que tu fais? Puis, tu sais, de le lancer dans l'eau, finalement, ou de le tirer, je me rappelle pas exactement. Mais là, on comprend qu'il vient de tuer le SS qui avait identifié Lucia, dans le fond, puis qui était le pire danger pour elle, là, finalement. Ouais. Puis, d'ailleurs, tout le groupe de SS plus loin dans le film dit qu'ils sont très au courant, puis qu'ils feront rien avec cette information-là. Puis, c'est quand même vraiment troublant aussi, là, de voir que ses amis savent qu'il a tué plein de gens pour la protéger, puis qu'ils font juste s'en foutre un peu. Là. Ouais. Mais, puis, même chose dans le show Don't Tell. J'ai aimé, l'interprétation est pas très est très statique, j'ai l'impression. Là, Charlotte Rampling, ça n'a pas beaucoup d'expression. Ou même chose, Dick Bogard, oui, peut-être un peu plus. Il me faisait penser en fait à Joe Lo Truglio, l'acteur comique aujourd'hui, là, un petit homme avec un visage, pas enfantin, mais il a l'air gentil, mais en fait, il joue une pure racaille. Là. Il joue un nazi. Donc, j'ai quand même vraiment aimé leurs interprétations. J'ai beaucoup aimé l'esthétique du film, l'esthétisme du film. Des couleurs froides, on l'a mentionné, beaucoup de vert, beaucoup de bleu, gris, blanc et tout. Mais aussi beaucoup de Dutch angle. Donc, il y a des plans qui sont faits pour qu'on soit inconfortable. Il y a aussi beaucoup d'influence à l'expressionnisme allemand, qui, on le sait, là, était le style, disons, de prédilection des Allemands, des nazis à l'époque aussi. Il n'y a pas tant de jeux d'ombre, mais des décors, beaucoup de contre-plongées, beaucoup de décors plus grands que nature, des plans de vue, disons, du
plafond, mais d'un plafond de 20 pieds de haut où tu vois la scène du dessus. La scène de danse aussi est quasiment tirée d'expressionnisme allemand. C'est un peu bizarre, c'est un peu... on dirait que c'était sorti de... Les musiciens sont nus avec des masques. Là, ouais, ça sortait de Eyes Wide Shut. Là, on comprenait pas trop ce qui se passait. Mais j'ajouterais aussi dans les recherches, dans l'essai, en fait, là, qui parlait que il y avait clairement des influences artistiques de tableaux. Là, dans le fond, on mentionnait Klimt sur les positions des corps, puis tout ça. Puis le Klimt que tout le monde connaît, qu'on voit justement les deux personnes un peu recroquevillées, puis tout ça, avec des longues robes, là, tout en doré. Là. Mais c'est un peu ça dans le film aussi. Il y a beaucoup de positions un peu étranges. Tout est stagé, tout est... Puis ça a été une critique. En fait, on ne rentrera pas tout de suite dans les critiques, mais c'est le fait que les acteurs jouent pas tant des personnages, mais plus des costumes. Je sais pas comment le dire, mais c'est ça. Ils sont jamais... On rentre jamais justement dans la psyché des personnages. Ils sont plus là pour représenter un concept ou quelque chose comme ça. Puis je trouvais ça quand même intéressant, même si je partage pas nécessairement tout ça. D'autres choses aussi, peut-être qu'on pourrait continuer un peu là, sur l'aspect érotique, disons, ou le sadomasochisme, parce que dans des essais que j'ai lus, c'est pas anodin là, de rapprocher justement les totalitarismes au sadomasochisme et tout. Puis là, il réfléchissait sur pourquoi est-ce que c'était comme ça, pourquoi est-ce qu'on associe, puis qu'on prend pour acquis que, oui, ça fait du sens que ces gens-là adoptent ces pratiques-là. Puis c'est quand même très intéressant. Je lisais que d'une certaine façon, le sadomasochisme, c'est un peu comme une performance théâtrale parce que au final, c'est de rationaliser l'expérience sexuelle, de la stager en quelque sorte. Puis ce qui était un peu le principe, par exemple, des régimes nazis, mais des régimes populaires, c'est justement d'adhérer à une certaine philosophie, à quelque chose qui est comme un peu déconnecté, mais qui est très rationalisé. Puis, même chose aussi, ils font le rapprochement parce que quand t'es nazi ou peu importe, quand t'es totalitaire, t'es comme, surtout des mouvements violents, par exemple, t'as toujours besoin de ta dose supplémentaire de violence ou de choses non traditionnelles, de l'espèce de free-for-all ou de liberté qui vient avec ça. Puis, il mentionnait là, que c'est ça, puis l'ultime fantasme en théorie du sadomasochisme, c'est la mort, mais tu veux pas nécessairement l'atteindre, mais tu veux t'en approcher le plus près possible, la douleur, des trucs comme ça. Donc, il y a plusieurs films, c'est ça, qui font ce rapprochement-là entre les deux, mais c'est ça, c'est de la violence rationnelle, en fait, du sadomasochisme, une espèce de rituel, de pacte que tu fais avec le partenaire, puis que tu t'entends d'aller jusque-là, mais sans franchir telle limite ou peu importe. Là. Donc, une espèce de système contrôlé, un peu comme le nazi ou n'importe quelle idéologie en théorie là, qui va comme mettre les balises d'un système. Donc, il y avait ça que je trouvais intéressant dans le film. Par exemple, Charlotte Rampling, à un moment donné, fracasse une bouteille de verre à terre. Puis là, Dirk Bogarde, il marche dessus. Puis là, il saigne des pieds, évidemment. Là, mais ça fait partie de ce rituel-là, de cette violence rationnelle-là. Puis c'est des thématiques que j'appréciais vraiment beaucoup. Même chose aussi avec il y avait un petit peu de voyeurisme. Je voyais encore des parallèles avec Peeping Tom à ce niveau-là. Là, parce que leur première rencontre, en fait, se fait devant une caméra. Ouais. Parce que c'est lui, avec sa caméra là, de 1940 là, qui les filme les prisonniers de guerre et puis qui la filme elle en particulier. Donc ça, c'était quand même assez fascinant. Puis la réalisatrice, quand on lui a demandé pourquoi cette scène-là ou des trucs comme ça, elle disait que en général, les Allemands, mais aussi tous les gens du régime nazi ont beaucoup documenté. Puis c'est le cas aussi des États-Unis, puis quand ils partent en guerre et tout, là, ils documentent beaucoup, ou en tout cas, ils filment beaucoup. Mais elle disait que dans les années 40, c'est ça, les Allemands aimaient beaucoup le cinéma puis filmer ce qui se passait. Donc, puis cet aspect voyeur-là, de bris d'intimité, des trucs comme ça, que là, évidemment, ils pouvaient avoir le free-for-all parce qu'il y avait justement mainmise sur un gros bassin de population. C'était en tout cas, cet aspect-là du voyeurisme qu'on expliquait puis qu'on a décortiqué un petit peu dans Peeping Tom dans notre dernière capsule, je l'ai retrouvé un petit peu à plusieurs niveaux là, dans le film. Là. Mais voyeurisme, mais aussi regard, tout simplement. Là, au début, là, avant, en fait, qu'ils se retrouvent vraiment, là, qu'on comprend pas encore la nature de leur relation, puis on sait qu'il y a une grande tension. On pense qu'elle est en danger, puis c'est ce qu'on ressent tout le temps, mais il y a beaucoup de moments où ils font juste se regarder, puis que c'est
lourd de sous-entendus, mais qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis justement, quand ils sont à l'opéra, que elle sent qu'il la regarde en arrière, puis là, il se retourne, il y a cet échange-là encore pour la deuxième fois dans le film. Puis, tu sais, il y a beaucoup de moments où ils font juste, c'est ça, être un peu loin un de l'autre, se regarder, on comprend pas trop, puis c'est chargé quand même. Là. Ça, le regard est assez important aussi. Là. Non, exactement. Donc ça, c'est les points que j'ai vraiment aimés. Par contre, il y a rien que j'ai tant détesté, mais c'est quand je me suis mis à lire. T'as lu, c'est ça. C'est ça. Mais c'est correct parce que j'aime ça avoir des points de vue différents. Puis il y en a auxquels j'adhère, il y en a que non, je trouve pas nécessairement. Mais je me suis mis à lire un peu. Puis là, je vais te dire peut-être un peu en rafale les principales critiques qu'on fait. Puis c'est pas tant au niveau de l'érotisme ou du fait que ce soit troubling, donc traumatisant, peu importe. Là. C'est vraiment c'est que le film se veut trop sérieux pour ce qu'il est vraiment. Ça, c'est la principale critique de Roger Ebert, de la personne là, qui fait Criterion Contraption, là, qui fait un peu le même projet que nous, d'écouter tous les films dans l'ordre. C'est que le film, c'est ça, se veut trop sérieux. Puis là, on se replace en 1974. Le cinéma d'exploitation est quand même assez présent sous toutes ses formes. On a même appelé ce film-là, justement, le Nazi-sploitation. Ça va trop loin. Là, mais ça va un petit peu trop loin, mais Roger Ebert lui parle plutôt de nazi chic, l'espèce de glamourisation oui. de l'expérience nazie, puis des codes du nazisme et tout. Puis là, je vais présenter certains points, puis tu pourras me dire ce que tu en penses, justement, parce que un des principaux points, c'est vraiment cette espèce de toute l'autre trame qui concerne justement le tribunal et le groupe d'anciens nazis, disons. Donc, ça, c'est comme 5 ou 6 personnes, je crois. Il y a le danseur de ballet, il y a l'espèce de professeur, il y a le chef de ce groupe-là, là, qui est Gabriele Ferzetti. Mais il y a surtout Klaus, qui est Philippe Leroy, qui est là avec son trench coat, son impair sorti tout droit là, de l'Allemagne des années 40, avec son monocle, qui est très caricatural. Puis là, dans Criterion Contraption, justement, il sort beaucoup d'indices. Puis là, il était comme, imaginez-vous, là, ce serait qui, disons, l'antagoniste principal de ce film-là? Là, pensez-y bien, c'est un nazi, nana. Puis, tu sais, évidemment qu'il était avec un monocle, évidemment qu'il était avec son impair, son petit chapeau. Puis là, ils mentionnent, tu sais, je suis allé aux archives voler des trucs. Puis là, ils sont comme, mais voir qu'il aurait laissé quelqu'un d'aussi bizarre que lui rentrer, puis voir qu'il peut avoir accès à ces informations-là, tu sais, à Vienne surtout, là, qui était pas dans l'Union soviétique, qui était, en tout cas, il y avait cet aspect-là. Il y avait beaucoup, justement, il y avait ça. Il y a aussi Bert, là, le fameux danseur qui, quand il danse pas en sous-vêtements ou peu importe, il est comme habillé comme le comte Dracula, là, l'espèce de froufrou avec le gros collet. Puis il a même fait un arrêt sur image, la personne dont je parle. Là. Puis il y a son petit collet, là, puis c'est incrusté B pour Bert. Puis là, ça y rappelait justement l'espèce de Blood for Dracula ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, n'importe qui, ou même Bela Lugosi, qui, tu sais, il ressemble vraiment à un vampire. Puis là, je pense que tu es d'accord avec moi qu'il ressemble à un vampire. Mais... Oui. Ben, il ressemble aussi à Gru. Là. Ouais, il ressemble à Jared Leto. De gros, ouais, vraiment. Mais un gros nez corbeau. Là. Ouais. Puis oui, je suis d'accord. Puis même, je suis d'accord avec les costumes qui sont peut-être un peu trop stéréotypés, les personnages, les situations qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais je suis quand même d'avis que c'est pas vraiment ça qui est important dans le film, et plus la psychologie des deux personnages principaux, parce que tout le reste devient accessoire. Ouais, mais par contre, c'est ça, c'est qu'ils mettent beaucoup trop l'accent sur cette partie-là, parce que oui, évidemment, ça fait partie de, tu sais, il faut la protéger et tout, mais justement, le troisième acte, disons, du film, c'est là où ils font une espèce de retraite fermée dans l'appart, parce que s'ils sortent, ils vont se faire tuer et tout. Puis ça aussi, ça a été beaucoup ridiculisé, au sens où, comme, pourquoi est-ce qu'ils font juste pas rentrer dans l'appart puis les tuer, là, s'ils veulent vraiment les tuer? Il n'y a rien qui les empêche, il n'y a pas... je pense que c'est peut-être juste pour les amener à leur perte, en fait, parce qu'ils n'ont plus de nourriture, eux autres, ils veulent pas sortir, ils essaient de soudoyer sa voisine qui l'aime absolument pas. Oui, mais ils disent, c'est quoi les motivations des méchants? C'est quoi leur objectif? Juste pour voir jusqu'à quel point ils sont prêts à aller, puis peut-être les faire souffrir aussi un peu, parce que rentrer puis faire la job, ça va vite, là. Oui, mais c'est ça, mais même
c'est quoi leur avantage à tuer Max aussi? Max veut protéger. Du parti. Ouais, mais il trahit rien. Mais tu sais, c'est ça. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont soulevés. Puis là, que je me dis, oui. Puis ça, je me suis questionné aussi quand on a regardé le film. Je me suis dit, tu sais, pourquoi ils font ça? Là, pourquoi est-ce qu'ils font juste pas arriver puis les tuer? Donc, ça m'avait pas tant marqué que ça, mais plus j'en lis des éléments, puis plus. Puis ça continue aussi dans le fait que le film se prend pas au sérieux, c'est qu'il y a plusieurs. Comment tu dis, pas anachronisme, mais en tout cas des choses qui sont pas vraies. Tu sais, par exemple, il mentionne les archives nationales ou peu importe où ils sont allés chercher de la documentation. Ces archives-là n'étaient pas à Vienne, ils étaient à Amsterdam. Il mentionne que c'est ça, le groupe faisait rouler, disons, un camp de travail ou un camp de concentration en Hongrie quand il n'y en a jamais eu. Donc, il y a plusieurs incohérences historiques qui font en sorte que c'est dur de prendre le film au sérieux. Il y a évidemment là. Ben, c'est surtout, en fait, toute cette partie-là, l'histoire d'amour. Puis même encore là, il y en a plusieurs là, qui disent, bon, c'est ça, c'est pas des vrais personnages. On comprend jamais pourquoi ils sont comme ça. Je suis d'avis qu'ils sont plus des là, j'ai comme perdu mon mot, mais des concepts psychologiques, en fait. Là, je l'ai assez abordé, là, mais je trouve pas, effectivement, parce qu'on n'a pas tant de développement. On a juste ce qui sont à l'intérieur de cette relation-là, puis pas ce qui sont en dehors d'eux. Puis cette relation-là qui va les mener un peu à leur perte, à une mauvaise fin. Puis effectivement, on n'a rien d'autre, mais encore là, tu sais, j'ai comme quand j'ai débloqué mon espèce d'analyse, je suis vraiment stickée là-dessus. Donc, c'est pas quelque chose qui, pour moi, est dérangeant de pas avoir le reste non plus. Tu sais, faut toujours choisir de commencer quelque part puis de pas aller partout en même temps. Donc, pour moi, c'est pas... Je comprends l'adresse, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est moi non problématique. C'est ça m'avait pas frappé tant que ça au début, mais c'est ça que quand je me suis mis à y penser réellement, j'ai fait un contrat de Peeping Tom. C'est ça, à chaque fois, on dirait qu'il y a un élément qui fait comme c'est vrai que ça, c'était un peu malhabile et tout. Puis c'est pour ça, peut-être qu'on l'a un peu catégorisé comme de l'exploitation ou en tout cas du film divertissement. C'est Roger Ebert là, qui soulignait que il y a une critique du New York Times qui a parlé du film, puis la production a repris un tagline de la critique qui disait « A kinky turn on ». Il avait tourné ça un peu en divertissement, puis là, Roger Ebert, ça l'avait bien choqué, fait qu'il était allé voir justement cette critique-là qui avait été somme toute positive pour que tu le mettes sur ton poster, puis il disait, en passant, la première phrase de la critique, c'est Let us now consider a piece of junk. Donc, c'est pas la critique dont le gars sur Criterion parlait, justement? C'est possible, non, ça, c'est The Guardian. C'était un peu plus... il se demandait si c'était de la pornographie ou non, là, le film. Mais c'est ça, c'est... ce qui semble sortir vraiment, là, c'est que, oui, l'idée de base est super bonne, mais l'exécution est très mauvaise, très maladroite parce que c'est ça, tout est caricatural. On dirait que les choses arrivent parce qu'il faut que ça arrive pour le bien de l'histoire. Il y en a plusieurs là, qui mentionnent la première rencontre, justement. Ils se rencontrent premièrement de tous les hôtels à Vienne. Il fallait que ce soit là. Puis là, il mentionnait le meilleur hôtel à Vienne. Il mentionnait Casablanca parce que c'est un peu le même principe de tous les cafés. C'est ça. Exactement. Il se ramasse là. Puis là, il était comme, de tout. Il fallait que lui soit là de nuit ou peu importe. Puis qu'elle soit là. On a adressé la critique à Casablanca. Je sais pas, pour être ben honnête. Je veux dire, là, soyons conséquents. Non, mais c'est ça, mais c'est qu'ils disent que toutes les situations arrivent parce qu'il faut qu'ils arrivent pour le bien du film. Puis c'est un peu le même principe. Pourquoi est-ce que les méchants sont pas juste rentrés dans leur appartement à la fin pour les tuer? Ben, parce qu'il fallait que le film il continue encore puis qu'on explore encore un peu leur relation alors que ça aurait pu être coupé net frais de sexe, surtout qu'ils sont rentrés même dans l'appartement pour aller parler à Lucia. Le troisième acte est un peu superflu à mon avis. C'est le moins intéressant puis c'est pas le fun. Là. Puis c'est ça, tu sais, même dans la liste de Schindler aussi, évidemment, il n'était pas sorti dans le temps, mais il y a cette relation, pas cette relation-là, mais tu sais, entre un Allemand puis une Juive, c'est entre Schindler et peu importe, puis je pense à un autre personnage aussi, mais tu sais, il y a cette l'exploration de ces thématiques-là entre quelqu'un en situation d'autorité puis quelqu'un qui se fait dominer, disons, puis qui
qui ont été tellement mieux faites ailleurs, puis tellement plus, pas subtilement, mais juste de façon plus crédible que celui-là. Puis d'une certaine façon, je suis quand même d'accord, mais si je reste à mon impression de base, ça m'a pas choqué plus que ça à mon premier visionnement, donc je suis pas prêt à dire que ça me sort complètement mon contexte, mais si je fais un petit shoot-out à Ghislain, notre ami Ghislain, qui a été à quelques-uns de nos podcasts normaux, pas les hors-série, lui, c'est le genre de personne qui remarque ces petits détails-là. Puis c'est sûr que je crois qu'ils auraient adressé tous ces problèmes-là. Moi, c'est pas quelque chose qui me laisse bercer, puis après ça, je prends du temps pour réfléchir, mais lui, il a quand même un œil affûté pour ces trucs-là. Même à un moment donné, le personnage avec le monocle, apparemment que dans une autre scène, il y a le monocle dans l'autre œil. Puis là t'es comme... Puis là, la personne qui a montré ça... c'est ça, il a dit, c'est peut-être ça, mais non, parce qu'il regarde... Je viens de faire le geste. Ouais, c'est ça. Vous ne nous voyez pas, mais c'est peut-être justement un retournement d'image. C'est ça, une image miroir, mais non, parce que le manteau qu'il a, les boutons s'attachent du même bord dans les deux plans. Donc, c'est vraiment... il y a plein de petits détails comme ça qui font comme... ça devait pas être un film à gros budget. Hein. C'est un film qui a été censuré, évidemment, à sa sortie, qui a eu beaucoup de difficultés. Censuré, je veux le mentionner, par exemple. Censuré, la réalisatrice le disait. Pourquoi? Là, éventuellement, ils font l'amour sur le plancher de l'appart, je pense, ou d'une chambre, peu importe. Puis, c'est elle qui est sur le dessus. Puis, ça a été censuré pour ça. Pour rien d'autre que juste ça. Puis c'est même pas la violence, même pas tout le reste. Là, c'est vraiment juste ça. Ils étaient plus capables. Ça les a choqués. Exactement. Donc, c'est ça. Toute cette accumulation de détails-là fait pas en sorte que je le discrédite nécessairement. Je trouve qu'il y a plusieurs valeurs. Puis c'est le genre de film que j'aime. Un peu provocateur, puis qui traite de sujets difficiles. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est ça. J'aime ça, pouvoir me faire l'idée de qui sont ces personnages-là, puis qu'on nous impose pas justement une façon de penser, OK, ce personnage-là est archétypal, il va agir comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut qu'il agisse. Ici, je trouve que la relation amoureuse est vraiment intéressante à suivre, mais tout ce qui l'entoure est très ordinaire. Ben, pas ordinaire, mais c'est à la limite superflu. Là. Je m'en fous là, du procès. Là, puis d'ailleurs, je comprends pas pourquoi... je sais pas exactement là, comment ça se passait dans le temps, mais un procès 13 ans après la guerre, me semble que ça se fait... Me semble Nuremberg, ça s'est fait assez tôt après ça dépend. Je pense s'ils les retrouvent pas, ils donnent d'avoir encore là, qui sont cherchés. Puis, là, ils sont sûrement morts. Non, mais j'avais déjà lu ça il y a quelques années. Là, un monsieur de 97 ans qui venait de se faire inculper. Je veux dire, à un moment donné... Nuremberg, c'est 1945 à 1946. Donc, il y a peut-être eu d'autres vagues après d'accusations ou des trucs comme ça, là, mais c'est beaucoup, ça s'est fait beaucoup après la guerre, alors que là, c'est 13 ans après, il y a l'espèce de procès. Puis en tout cas, c'est un peu bizarre. Puis moi, j'ai pas adhéré tant que ça à cette partie-là du film, mais tout l'aspect justement de relation, de pouvoir. Puis comme tu dis, le retournement des forces, des pouvoirs était quand même très intéressant à suivre. C'est un film, somme toute, féministe, j'ose pas trop aller là, mais si on se fie à son documentaire d'avant, Women of the Resistance, que de faire un film sur l'expérience des femmes dans la Deuxième Guerre mondiale, en 1965, c'est quand même assez novateur que ce soit une femme en plus qui ait réalisé ce film-là. C'est un peu, en fait, la Agnès Varda de l'Italie parce que c'était la seule femme dans l'école de cinéma à son temps. Elle a gradué en 1962. Donc, c'est ça. C'est un peu une précurseur. Elle a pavé la voie pour d'autres réalisatrices italiennes. Mais c'est ça. C'est un film. Puis, justement, si cette théorie-là est avérée, ce retournement de force-là, puis que c'est l'homme qui est un peu pas dépendant, mais soumis au pouvoir de Lucia, ben c'est clairement un film féministe, surtout en 1974 de même, que de faire ce faux syndrome de Stockholm-là. C'est quand même intéressant. Je vais faire un rapprochement peut-être douteux, mais c'est un peu comme Game of Thrones, dans le sens où les vraies personnes qui gagnent, qui réussissent. C'est aussi les femmes. Puis, il y a cette merveilleuse scène où il y a une table de femmes qui parlent de politique, puis d'attaque, puis de plans de guerre, puis tout ça, qu'on n'a jamais vu ça ailleurs nécessairement. Puis, c'est une dame avec qui je travaillais qui m'avait fait remarquer ça, justement, que c'est les femmes qui ont tout dans cette série-là. Puis, c'est un peu le même principe à différentes échelles. Là, mais, c'est ça. Puis, en fait, Lucia, c'est pas mal
c'est une des deux femmes qu'on suit. L'autre, c'est la baronesse, comtesse, peu importe, qui, elle, mon Dieu, veut du sexe et en a là, dans les employés de l'hôtel. Là, donc, ça faisait très salaud. Là, OK, là, telle personne veut du sexe, c'est un prostitué mâle, là, essentiellement, là, même si on ne l'appelle pas prostituée. Là, mais c'est à peu près ça. Mais non, un film très intéressant, très... je peux pas dire polarisant, là, mais qui fait réfléchir puis qui va soit vous plaire, soit vraiment pas. Là, je crois. Fait réfléchir si on veut le faire, je pense, parce que si on voit rien dedans, il y aura rien puis c'est tout, je veux dire. Mais dans la première moitié, cette construction-là, cette tension-là, l'expectative de savoir pourquoi ces gens-là se connaissent, surtout si vous connaissez pas le résumé, c'est quand même assez intéressant, c'est bien monté, c'est bien amené, mais c'est par la suite là, que ça devient un peu boiteux par moment. Mais somme toute, une très bonne expérience. Puis moi, j'irais en fait avec ma note déjà. Donc, ce serait un 7 sur 10. Vraiment, c'est un film... J'ai peut-être encore besoin de temps ou d'autres visionnements pour pleinement, disons, l'apprécier ou le déprécier. Mais m'a fait moins réfléchir que d'autres films sur le sujet, mais j'ai quand même vraiment aimé la thématique, j'ai vraiment aimé la construction, puis cette relation atypique-là. Donc, moi, ce sera un 7. Écoute, moi, j'hésite encore. Là. Je pense que je vais y aller avec un 8 pour les livres, mais j'hésite honnêtement entre 8 et 9. Si je suis capable justement de trouver de l'information, de backer ma théorie, de voir... tu peux être la première à y penser aussi. Mais on dirait qu'il n'y en a pas. Mais en fait, quand on a posé la question sur Criterion, il y a une autre personne qui disait la même chose que moi essentiellement. Donc, je me dis, OK, ça existe quelque part, je suis pas toute seule à l'avoir vu, mais j'aimerais vraiment ça trouver quelque chose qui a été fait au moins un peu là, dans des critiques. Mais sinon, oui, je serais... la première à y penser, mais c'est ça, j'hésite entre 8 et 9. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de pistes d'analyse, puis c'est ça m'a donné le goût vraiment là, de faire une analyse comme au cégep, là, vraiment de pousser puis de faire une analyse psychanalytique de ce film-là, puis de voir le lien avec les couleurs aussi, là, puis les angles de caméra, puis tout ça, le passé, le présent. Il y a tellement de choses qu'on peut lier, je pense. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, plus que je pensais, puis plus que toi, manifestement aussi. Oui, mais tu sais, c'est ça, j'ai quand même bien aimé. Et puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas le film le plus connu. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu des centaines d'essais non plus publiés sur le... Pardon, je suis en train de digérer. Sur le film, justement, là, c'est pas Seven Samurai où là, quasiment toutes les facettes du film ont été explorées. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore ta théorie, mais un jour, ça sera toi. Mais en fait, on va inviter nos auditeurs et auditrices à aller lire ta critique sur notre site web. Ben oui, je me replogue une deuxième fois, sans vergogne, ciné, traduction. Voyons. Traductionhistoire.ca. Voilà. Puis, c'est ça. Dans notre prochaine capsule, en fait, on aborde le numéro 60, notre deuxième Ingmar Bergman. Ça tombe bien parce qu'on a acheté le gros coffret Ingmar Bergman Cinéma. C'est toujours on. Ouais. J'ai, mais en tout cas, on a écouté l'autre fois un autre Bergman, puis t'avais bien aimé. Qui m'a redonné foi. Puis là, mon Dieu, mais ne me lapidez pas avec ce commentaire, mais le premier qu'on avait vu, c'était Seven Seal, numéro 11, puis pas quelque chose que j'avais tant apprécié parce qu'on cherchait tellement de symbolisme dans le film, puis il y en avait beaucoup moins que ce qu'on attendait finalement. Donc, j'étais un peu déçue. C'est mon héritage d'analyse, justement, qui était comme un peu poète-poète. Là. Ouais. Mais le deuxième qu'on a regardé, qui était One Summer Night, quelque chose de même. Kisses on a Summer Night, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Là, je m'en souviens même plus. Smiles of a Summer Night. Of a Summer Night, qui est plus un espèce de vaudeville, jeu d'identité de personnage. Une pièce de théâtre. C'est ça, un héritage vraiment théâtral qui était comme plein de personnages, puis la meilleure comédie romantique de son année, puis tout ça, mais qui était sympathique. Donc, ça m'a redonné un peu confiance là, pour les prochains. Puis c'est quoi le prochain qu'on va écouter? C'est Autumn Sonata. Ouais, Autumn Sonata. Donc, la première et seule collaboration entre les deux Bergman du cinéma, donc Ingrid et Ingmar. Et puis, ça a l'air très prometteur. C'est un de ses derniers films aussi à Bergman, donc ça va être intéressant. Puis d'ici là, écoutez, portez-vous bien. On espère qu'on vous a donné le goût ou non d'écouter The Night Porter. Ça vaut la peine, je crois, pour vous faire votre opinion sur le film. Donc, écrivez-nous en commentaire. Là, est-ce que vous en avez pensé? Il est disponible sur la plateforme Criterion au moment où on se parle. Peut-être qu'il ne sera plus au moment où vous l'écoutez, mais coudonc, c'est des choses qui arrivent. Donc, merci beaucoup et puis on se retrouve pour le numéro 60.